Donc, nous voici à ce premier atelier sur la chambre connectée. Les sujets, c'est plutôt de traiter les technologies qu'on peut installer dans les MS et au domicile, en principe pour favoriser l'autonomie des seniors, même s'ils sont en MS, mais avec les risques de tomber dans la surveillance. Donc, c'est un peu un des sujets que j'aimerais discuter avec vous dans la deuxième partie de l'atelier. Donc, cet atelier va commencer avec une première introduction sur la cyberhome. Donc, je vais vous présenter les projets pour ceux qui ne les connaissent pas très brièvement. Et puis, je vais montrer en fait une proposition standardisée qu'on a analysée, récoltée, étudiée avec les partenaires de terrain des cyberhomes pour comprendre quelle offre on pourrait mettre en place pour les MS à les futurs. Pour connecter ces chambres, les rendre plus intelligentes, et puis en théorie aussi pour favoriser l'autonomie des seniors, mais aussi pour faciliter le travail des personnels soignants dans les futurs. Ensuite, Michel Meyer, directeur des MS à la retraite, va nous présenter un peu les points de vue des seniors vis-à-vis de toutes ces technologies. Ensuite, Guillaume Dupaquier de l'entreprise Domo Safety va présenter les solutions pour les domiciles, mais aussi pour les MS que son entreprise offre, en discutant aussi les problématiques qu'ils ont rencontrées en fait dans la vente aussi de ces solutions vis-à-vis de les risques de surveillance par rapport aux seniors. Et puis, on va démarrer justement le débat à propos de ce sujet. Et finalement, on va conclure aussi en présentant les prochains ateliers qu'on va organiser bientôt. Donc, je pense que vous connaissez tous un peu la problématique de les changements sociétaux à niveau démographique. On parle des menaces de vieillissement. Évidemment, c'est un peu exagéré souvent à comment on les présente aussi dans les médias. Mais on connaît bien en fait que cette pyramide d'âge avec les baby boomers qui vont bientôt arriver à la retraite, ça va constituer quand même une charge importante potentiellement sur les soins à domicile et dans les MS. Et pour bien comprendre ça, il y a des projections aussi de l'OFSP, l'Office fédéral des statistiques, qui montrent en fait que bientôt, les rapports de dépendance entre les personnes âgées c'est-à-dire le nombre de personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes sur le nombre de personnes âgées entre 20 et 64 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui travaillent et peuvent éventuellement donner un support aux personnes âgées. Ça va augmenter beaucoup dans les prochaines années. Vous voyez en rouge, par exemple, les statistiques pour la Suisse, et puis je vais montrer les statistiques pour certains cantons, comme le canton de Berne, par exemple, qui, en 2050, va avoir un nombre de personnes âgées qui est juste les 50% des personnes qui sont en âge de travail. Ça veut dire que il y a un rapport de dépendance qui est très fort, donc seulement 2 personnes qui travaillent pour chaque personne âgée de plus de 65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment, un atout, ça va être maintenir l'autonomie des seniors, et l'autre atout, c'est aussi comprendre comment, pour les personnes plus fragilisées, on peut quand même garantir assez de personnes, de personnels soignants comme on le fait aujourd'hui. Donc, la question c'est, est-ce qu'on aura un rôle pour la technologie dans tout ça, dans les années à venir, pour permettre aux personnes âgées quand même de vivre en bonne santé et puis avec une bonne qualité de vie. Et il faut aussi penser que il y a une évolution des personnes âgées, surtout en termes de capacité de travailler avec les technologies. Et donc, avec cette enquête qui a été menée par Prosenettut et Fribourg, en 2015, on voyait en fait que il y avait une augmentation importante du nombre de personnes
âgés de 12 et 65 ans qui étaient à l'aise en fait avec les technologies et qui allaient régulièrement online pour s'informer. Et d'où donc l'intérêt d'étudier les technologies et tous les produits et services qui pourraient en fait faciliter le bienveillir à la maison, mais aussi dans les appartements adaptés et en MS. Donc ça, c'était vraiment le but du projet Cyberum. C'est un projet de l'association Jean-Paul Fribourg qui a été soutenu par plusieurs partenaires des terrains, mais aussi par le département de la santé et des affaires sociales de Fribourg. Donc, il y a vraiment un intérêt, je pense, des différentes associations, mais aussi de la politique, de comprendre quel rôle les technologies auront aujourd'hui et surtout demain dans les soins à domicile et dans les MS. Mais surtout, pas seulement parler des soins, mais aussi des préventions, donc tout ce que la technologie pourrait amener pour améliorer la qualité de la vie dans le quotidien. Et donc, pour cela, on a mis en place un showroom pour collecter différentes technologies et surtout aussi pour les tester avec les seniors, autant des seniors indépendants, mais aussi des seniors résidents de MS qui étaient accueillis dans cet appartement, accompagnés évidemment par des personnels soignants, pour pouvoir tester différents produits qu'on avait installés dans cet appartement. C'est un appartement de 3 pièces et demie, avec après quelques bouleversements, on a dû passer sur un appartement tout petit. Mais entre-temps, en fait, on a pu accueillir quand même 410 visiteurs entre juin 2019, l'ouverture de l'appartement témoin, et mars 2020. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020. On a dû fermer l'appartement témoin, évidemment, pour le Covid. On avait organisé aussi une journée à porte ouverte, en fait, pour pouvoir montrer toutes ces technologies aux seniors et aussi, surtout aux professionnels de la santé. On avait installé 40 produits depuis 28 différentes entreprises qui sont notre partenaire, entre autres aussi Domo Safety qui va participer aujourd'hui comme intervenant. Et du coup, on a pu retirer depuis ces tests en fait des informations intéressantes pour améliorer ces produits et donner des recommandations aussi aux entreprises. Et évidemment, on veut quand même continuer ces projets et donc on a recréé un appartement témoin plutôt temporaire au sein de la Haute École de santé de Fribourg où ils ont un centre de simulation pour toute la pratique des soins en fait. Et donc ces centres de simulation utilisés quotidiennement en fait pour l'apprentissage des futurs personnels soignants, des futurs professionnels. Et donc, le but, ça serait aussi, en fait, d'utiliser cet espace pour sensibiliser les futurs professionnels à ces technologies. Parce que je pense que les professionnels des soins, ils ont évidemment un rôle important dans tout ça. Parce que, surtout pour les personnes plus fragilisées, c'est pas les seniors qui vont s'intéresser à ces technologies, mais ils doivent être informés par le biais de personnes qui sont expertes, qui comprennent quels sont les atouts de ces technologies. Et donc, le but aussi des Cyberum, c'est aussi de sensibiliser les professionnels pour montrer ce qui existe, montrer aussi les risques de ces technologies, mais aussi quels sont les bénéfices possibles, en fait. Entre-temps, en fait, c'est l'idée aussi de pouvoir collaborer entre ingénieurs. Donc, moi, je suis ingénieur à la base. Je fais un postdoc en interaction machine. Et du coup, c'est l'intérêt aussi de pouvoir collaborer avec des professionnels de la santé pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux produits et amener ces produits vraiment sur le terrain avec des idées qui sont plus intéressantes. Donc ici, d'abord, les tâches du projet, c'est plutôt de faire une veille technologique jusqu'à 2020 pour comprendre quelles sont les technologies existantes et de montrer aux visiteurs de ce showroom. Dans la suite du projet, l'idée, ça serait plutôt d'organiser des ateliers d'information sur les recherches qu'on a fait, mais aussi mener des tests pilotes plus en concret, en fait, directement dans les MS ou au domicile pour pouvoir tester ces technologies à plus long terme. Évidemment, dans les showrooms, on pouvait seulement faire des tests d'appréciation. C'est plutôt le cas de comprendre quelles sont les possibilités à plus long terme. Évidemment, c'est aussi l'opportunité de continuer sur des projets d'innovation et de recherche. Et donc, une de ces pistes qu'on explore aujourd'hui, ça pourrait donner justement sur un projet d'innovation tel qu'un InnoSuisse avec des partenaires qui pourraient être intéressés.
Donc, un rôle, évidemment, de notre projet, c'est aussi de récolter les besoins de partenaires terrain et de faire de nouveaux projets avec une mise à réseau avec les partenaires possibles. En particulier, en fait, une des activités qu'on a menées dans l'année passée, c'est des workshops avec des partenaires de terrain. Et on a utilisé, en fait, pour tirer des idées, en fait, sur quels sont les sujets qu'on pourrait explorer et qui sont plus prometteurs, en fait, pour les futurs. Et donc, quelles sont les technologies explorées? Un de ces sujets, c'est justement la chambre connectée. Donc, pouvoir imaginer, surtout en MES, comment équiper cette pièce de plusieurs capteurs pour favoriser d'un côté l'autonomie des seniors, mais aussi soulager éventuellement les travail du personnel soignant, tout en étant éventuellement moins encombrant sous la personne âgée, sans devoir, par exemple, aller contrôler chez les seniors si tout va bien. Un autre axe intéressant, c'est la télémédecine. Et un autre, donc on va en parler tout à l'heure. Un autre, c'est aussi l'idée de connecter la télé pour donner accès à plusieurs services. Et on en parlera aussi brièvement tout à l'heure. Et finalement, le quatrième sujet approfondi sur la réalité virtuelle, où on aura aussi en fait un atelier le 23 février, si tout se passe bien, selon les possibilités que les Covid nous donnent. Mais en tout cas, ça va être à distance, donc on essaie de l'organiser comme aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette partie, je vais attaquer un peu l'idée de la chambre connectée, telle qu'on l'a imaginée en fait avec nos partenaires de terrain, pour comprendre quelles sont les possibilités dans le futur. En tout cas, on aura une petite discussion, on pourra discuter ensemble de tout ça plus en détail et avoir plus d'espace aussi pour les questions et la discussion. Du coup, pourquoi étudier ces technologies pour connecter une chambre DMS? Évidemment, c'est aussi pour faciliter les soins et avoir un meilleur suivi en sécurité du senior. Donc, évidemment, déjà aujourd'hui, il y a plein de technologies qui permettent de éventuellement détecter les sorties, les chutes, toutes les technologies anti-figure, donc pour éviter que des seniors, par exemple, affectés des démences, puissent sortir et se perdre de l'extérieur de l'MS. C'est des choses qui existent déjà, mais je pense qu'une des motivations, c'est aussi pouvoir rendre ces seniors qui sont résidents des MS plus autonomes et plus conscients de leur propre état de santé, tout grâce à ces technologies. Donc, pouvoir faire certaines choses en autonomie, tout en gardant un niveau de sécurité accru grâce à ces technologies. Et aussi, l'idée, c'est de se préparer à l'arrivée des seniors numériques qui sont quand même à l'aise avec les technologies, mais qui peut-être demain vont pas être capables d'interagir avec une petite interface sur les smartphones. Donc, pouvoir quand même les connecter avec des technologies qui sont plus intuitives à des familiers, par exemple, qui voudraient interagir avec eux. Finalement, ça, c'est vraiment un réel besoin de plusieurs MS dans notre canton. Et donc, on a récolté ces besoins pour essayer d'analyser quelles sont les technologies qui existent aujourd'hui et qu'on pourrait intégrer dans un MS de demain ou éventuellement dans un MS d'aujourd'hui avec des restructurations. Et puis, c'est dans l'idée aussi d'avoir des technologies qui peuvent être mutualisées avec les domiciles ou avec, par exemple, des appartements protégés, tout en sachant qu'il y a plusieurs MS qui pensent aujourd'hui éventuellement à des offres combinées, avoir des appartements protégés à côté des MS pour utiliser, pour mutualiser aussi les services de soins. Donc, la problématique, c'est lié en fait à la technologie, c'est que on a vraiment beaucoup de produits qui existent, qui sont disponibles sur le marché, mais qui souvent ne sont pas intégrés entre eux. Et donc, un MS qui voudrait installer cette technologie, pour l'instant, il devrait aller chercher chez différents partenaires toutes les technologies qu'on pourrait installer dans une chambre et qui, en théorie, devraient travailler ensemble. Évidemment, il y a aussi un manque de compétences au niveau de la connaissance des technologies.
Et donc, il faut des experts, des ingénieurs qui puissent mettre en place ces solutions, mais tout en gardant, en fait, les besoins, en comprenant les besoins des partenaires aidants. Et puis, on a besoin, évidemment, pas seulement de un expert comme ça peut être moi pour savoir quelle technologie pourrait fonctionner, mais aussi quelqu'un qui puisse vraiment faire le travail d'intégration de ces technologies pour les mettre ensemble et pouvoir récolter toutes ces données. Et finalement, la problématique la plus importante, c'est vraiment comprendre l'acceptation par les seniors, mais aussi par les personnels soignants de ces technologies. Et donc ça, on va en discuter évidemment tout à l'heure. Et du coup, si vous voyez en fait cette image, vous pensez que peut-être vous avez une chambre qui est très futuristique. C'est un peu l'image provocante que j'ai mis en aperçu de cet atelier. Et je pense que le but, ça va être pas justement de créer quelque chose de très futuristique et évidemment effrayant autant pour les seniors que pour les personnes soignants, mais de cacher autant plus que possible la technologie derrière des solutions qui s'intègrent dans les environnements quotidiens des personnes qui vivent dans ces chambres, dans ces seniors, mais aussi des personnes qui travaillent avec. Donc, de rendre ces technologies vraiment faciles à interagir. Et par contre, c'est aussi l'idée de mettre ensemble les technologies qui sont plus faciles à utiliser et aussi de les intégrer dans un système qui est cohérent et qui permet de gérer toutes ces technologies de façon intégrée. On va parler justement de KNX, c'est une technologie qui permet à ces différentes technologies de communiquer sur un bus qui est fiable, qui permet donc par exemple de contrôler des stores, de contrôler des lumières de façon automatique si on le souhaite pour les seniors de demain. Et donc finalement, grâce à cette récolte, c'est l'idée de créer un livre blanc sur des recommandations données aux AMS du futur pour que les architectes, les bureaux d'architectes, les bureaux d'intégration domotique puissent s'inspirer et tirer de bonnes pratiques à mutualiser sur différentes AMS qui vont être construits demain. Et évidemment, nous, on peut donner des recommandations sur la base de quelques tests qu'on a fait sur certaines technologies dans l'appartement témoin Rome, mais il faudrait tester cette solution intégrée vraiment dans un AMS avec quelques seniors pour bien comprendre comment ces technologies peuvent travailler ensemble. Et du coup, l'idée, c'est dans le futur de faire dans le futur proche un projet pilote pour l'intégration de ces technologies. Donc, plus en concret, voilà quelques aperçus des technologies qu'on pourrait intégrer dans une chambre d'AMS et on va en discuter plus en détail. C'est important, évidemment, tout ce qui est la sécurité. Donc, par exemple, des lumières pour permettre au senior de sortir la nuit de son lit et de se diriger, par exemple, dans la salle de bain. Tout ce qui est évidemment appel d'urgence, détection des chutes de façon encombrante, tout ce qui permet de préserver, par exemple, les liens sociaux avec ce qu'on appelle la télé connectée. Et aussi toute la partie des soins, en particulier, par exemple, pour la télémédecine, elle peut permettre de faire des consultations à distance. On va parler de la solution de l'hôpital cantonal de Fribourg, dont notre institut de recherche Humantech, il est aussi partenaire pour permettre de bien intégrer les besoins de partenariat entre la solution qui est en train d'être construite. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, il y a toutes ces technologies qui existent, comme par exemple des caméras 3D, des lumières intégrées dans les lits, etc., mais qui ne communiquent pas entre eux. Donc l'idée, c'est de pouvoir connecter tous ces appareils et pouvoir mettre ensemble les données pour qu'ils puissent être accédés par les médecins traitants, par les personnels soignants, mais aussi, en fait, et surtout, peut-être par les seniors lui-même. C'est lui qui doit prendre bénéfice de ces technologies. Donc, c'est avec lui qu'on doit aussi les tester pour savoir si elles sont bien acceptées. Et donc, voilà, c'est l'idée de récolter ces données, peut-être dans une plateforme en ligne. On parle des clouds,
dans la nuage, mais c'est quelque chose qui est aussi très difficile par rapport à la privité des données et surtout aux lois qu'on a aujourd'hui dans les cantons pour le stockage de données. Il y a ces genres de difficultés aussi. Tout d'abord, en fait, en analysant les technologies qu'on doit assurer dans une chambre connectée, il est important de penser aussi aux prérequis techniques. Donc, c'est-à-dire aussi à la possibilité d'étendre par la suite la chambre avec de nouvelles technologies. Et donc, il faut assurer évidemment un certain type de connectivité avec, par exemple, un réseau Ethernet, surtout pour ce qui est la télé connectée, mais aussi pour les caméras 3D qui ont besoin de cette technologie pour avoir un flux de données qui est stable. Évidemment, un réseau Wi-Fi parce que les seniors de demain ils vont probablement vouloir interagir avec des tablettes. Et puis, ce réseau KNX qui est peut-être pas mal de gens entre vous ne connaissent pas, mais qui permet en fait de relier plusieurs appareils des domotiques, donc des appareils connectés comme des lumières, des stores, etc., et qui peuvent être homogénéisés à niveau de contrôle, même avec une interface qui est simplifiée. Il y a aussi un intérêt à penser aux technologies de demain en termes de, par exemple, WC douche. Peut-être vous avez entendu parler de ça, c'est des WC qui permettent de nettoyer plus facilement, de façon autonome, les patients. Peut-être les seniors de demain, ils vont apprécier ce genre de technologie plutôt que de faire laver par quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être une technologie qu'on pourrait devoir installer demain. Du coup, il faut penser à rendre compatible la salle de bain avec ces appareils. Par exemple, simplement mettre un réseau électrique à côté du WC pour rendre ces technologies installables plus facilement par la suite. Évidemment, un autre sujet qu'on a discuté avec nos partenaires, c'est l'accès aux chambres. Vous savez qu'il faut un accès sécurisé et puis surtout que les personnels soignants puissent accéder à tout temps dans la chambre du senior en cas d'émergence. Et donc, souvent, on peut le faire par badge, mais c'est quand même important de garantir la vie privée des seniors. On a bien discuté de ça avec nos partenaires. Et puis, donc, par exemple, donner la possibilité de fermer à clé la porte de la chambre du senior. Et par exemple, installer une sonnette en dehors en disant que, par exemple, le personnel soignant, avant de rentrer dans la chambre de façon abrupte, il peut sonner pour avertir les seniors que quelqu'un est en train de rentrer. Il existe des solutions, par exemple, pour permettre d'utiliser à la fois une clé et puis un badge pour entrer dans une porte avec un clé combiné avec un cylindre électronique. Il y a des solutions qui existent dans ce sens aussi. Donc, par la suite, quels sont les besoins plus concrets qu'on a relevés par rapport aux discussions avec nos partenaires? Évidemment, la prévention des chutes, les appels d'urgence ou la détection automatique des chutes. La prévention des chutes, on peut les faire avec des solutions d'éclairage, évidemment. Ça, c'est important, c'est une des causes principales des chutes. Mais aussi, il faut les détecter ou permettre aux seniors de faire des appels dans les cas où il y a une urgence qui survient. Pour cela, il existe des boutons d'appel, mais parfois, il y a parfois des seniors qui ont des problèmes de démence qui peut-être n'arrivent pas à appuyer sur les boutons ou plutôt ils risquent en fait de ne pas vouloir porter quelque chose sur eux. Ils trouvent la place encombrante et donc dans ces cas-là, on peut retourner une solution sur des caméras 3D. Évidemment, il y a tout ce qui est aussi bien-être, aussi les contacts sociaux. On va parler donc aussi des téléconnectés. Et aussi de tout ce qui est quand même suivi du senior en termes de signes vitaux et puis de télémédecine pour récolter tout ce genre de données. Donc, si on va plus en détail sur les solutions possibles, donc l'éclairage, c'est quelque chose d'important pour garantir en fait aux seniors une bonne visibilité sans l'aveugler avec une lumière brute. Par exemple, une technologie qu'on a trouvée très intéressante, c'est ce bandeau lumineux qu'on s'installe sur le lit et qui, à la descente du résident, il détecte la capacité des jambes, il allume un bandeau lumineux et aussi une veilleuse qui est connectée
dans la salle de bain pour créer un chemin lumineux vers la salle de bain. Et donc, c'est une technologie qui est très intéressante qu'on pourrait intégrer dans la proposition, en fait, de offres standardisées domotiques. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui est les appels d'urgence. Dans la plupart des cantons, des MS du canton de Fribourg, on sait que Smart Liberty, c'est la solution de référence avec ces bracelets qui intègrent en valise pour le suivi du senior, mais aussi un bouton pour l'appel d'urgence. Et nous, ce qu'on a relevé comme besoin, c'est vraiment la possibilité d'avoir une communication audio avec les personnels soignants lors d'une requête, un appel d'urgence. Pour savoir si c'est par exemple un appel d'urgence qui est lié à un besoin, lié à une chute ou un autre type de besoin. Et donc, pouvoir envoyer la bonne personne qui peut s'occuper du senior. Par exemple, ça peut être simplement une requête, par exemple, de besoin de boire un verre d'eau, par exemple. Donc, on peut envoyer une personne différente selon le type d'appel qui est déclenché. Ensuite, on a tout ce qui est détection de chute. Il existe évidemment des capteurs, d'accéléromètres, etc., qu'on peut mettre sur la personne. Sur la personne qui sont par contre parfois un peu moins fiables par rapport à des capteurs qui sont environnementaux, comme des caméras 3D ou des capteurs infrarouges, comme on en parlait là tout à l'heure. Il existe aussi des solutions comme du sol connecté, c'est un peu des solutions un peu plus modernes qui ont été mises en place aujourd'hui. Sont évidemment plus chères, mais ils portent des atouts dans le sens qu'on peut évidemment aussi suivre éventuellement le déplacement d'une personne et faire des analyses un peu plus poussées. Ensuite, on a identifié aussi tout ce qui est téléconnecté. Et donc, pouvoir offrir des services, surtout d'appel de visioconférence par la télé, parce que c'est une interface qui est plus intuitive. Évidemment, ça existe des solutions comme l'HelioBoss, qu'on voit ici, qui est une télécommande simplifiée avec une interface qui permet d'appeler la famille de façon simplifiée. On a testé. La plupart des seniors, des résidents MS aussi arrivaient à interagir avec. Mais on pourrait aussi faciliter, par exemple, l'interaction encore plus, par exemple, en intégrant l'interaction vocale, donc pouvoir interagir avec la télé, avec la voix. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on a évoqué comme une piste future à pouvoir explorer. Ensuite, tout ce qui est suivi des in vitro avec plusieurs capteurs qu'on peut installer dans la pièce ou qu'on peut mettre à disposition du senior. Pensons par exemple aux balances connectées pour avoir un suivi du poids, mais aussi par exemple de la masse corporelle. Et donc, pourquoi installer tous ces genres de technologies? Évidemment, les suivis, il y a un intérêt aussi pour détecter a priori un affaiblissement ou des problématiques qu'on peut soigner du début avec des activités ciblées par le biais du personnel soignant. Et donc, ces technologies pourraient aussi favoriser du coup l'autonomie du senior, de les rendre plus autonomes plus longtemps, grâce à un suivi qui est plus accuré, des interventions qui sont plus attentives sur les court terme. Donc, pour faire tout ça, il faudrait collecter toutes les données, les mettre ensemble sur un dossier informatisé et qui soit facilement accessible, évidemment, par les personnels soignants, par les médecins, mais aussi, finalement, aussi par les seniors, parce que on veut montrer aux seniors ce qui est collecté de façon, évidemment, simplifiée, mais pour ne pas les faire sentir, je pense, surveillés, mais c'est plutôt pour les rendre conscients de ce qui se passe sur son état de santé. Et donc, pourquoi c'est important, évidemment, éventuellement de faire des activités, par exemple, éventuellement pour l'équilibre de l'activité physique. Quel type de données on pourrait collecter? Évidemment, des activités de type physique, donc combien de pas on fait par jour, combien on reste actif, sachant que c'est important de bouger, même en âge, même dans les grands âges. Mais tout ce qui est aussi éventuellement les rythmes cardiaques au niveau des ECG, en sachant que, par exemple, il y a des capteurs qu'on peut intégrer aussi dans les lits sous les matelas, comme par exemple un capteur MFIT qui permet de faire un suivi du sommeil, mais aussi de pouvoir suivre en fait les rythmes cardiaques pendant la nuit pour pouvoir détecter éventuellement des anomalies.
Ce qui pourrait être intéressant de penser à intégrer dans ces dossiers informatisés, c'est aussi les données du poids et de la masse corporelle, donc masse grasse et masse musculaire, pour voir si un affaiblissement des muscles et donc un risque accru, par exemple, des chutes. Et finalement, il y a aussi un suivi au niveau des jeux cognitifs qu'on pourrait faire pour détecter éventuellement l'arrivée, éventuellement d'une situation d'Alzheimer et pour éventuellement prévenir ou allonger cette arrivée le plus possible avec des outils d'entraînement cognitif. Comme par exemple, on a testé les systèmes connectés, je peux utiliser aussi des diffuseurs d'odeur, par exemple, pour entraîner la mémoire olfactive. Je vais bientôt arriver à la fin de cette présentation, mais j'aimerais encore présenter les pistes à niveau de télémédecine qui ont été évoquées par nos partenaires, qui sont en train aussi d'être mis en place par l'hôpital cantonal des Fribourg et par d'autres, évidemment, institutions, par exemple aussi Genève, je sais qu'ils ont mis en place quelque chose de similaire. Le but, c'est en fait de mettre en place des outils connectés pour pouvoir faire des suivis informatisé du patient avec différents appareils médicaux qui peuvent être utilisés, par exemple, pour collecter de façon systématique les tensiomètres, les pouces, l'électrocardiogramme, la température, etc. Il y a toute une sorte d'appareils qui existent et qui permettent d'intégrer toutes ces informations dans un dossier informatisé qui peut être plus facilement traité finalement par les médecins, même à distance, grâce à des téléconsultations qui peuvent être mises en place. Évidemment, ça c'est important si on peut donner facilement accès de façon intuitive, de façon compréhensible au personnel soignant et aux médecins. Donc, il y a des défis qui se posent à nous, et donc c'est par exemple la difficulté d'intégrer tous ces appareils qui sont très hétérogènes, de stocker de façon sécurisée toutes les données, surtout tout ce qui est fiabilité des nouvelles technologies qui n'ont pas encore été testées autant, mais aussi tous les défis en fait d'utilisation par les seniors, évidemment, parce que c'est les premières personnes qui sont concernées, mais surtout aussi par les personnels soignants qui doivent utiliser ces appareils, surtout pour les soins, et parfois sont trop complexes. Donc, il faut simplifier ce coût d'apprentissage et de faciliter l'utilisation si on voit vraiment l'utilité de ces technologies. Mais finalement, un débat, c'est évidemment tout ce qui est à niveau éthique, et donc quels sont les risques pour la vie privée de ces personnes, qui est les risques aussi associés parfois à des algorithmes qui pourraient être entraînés sur des personnes standards et qui pourraient défavoriser des personnes qui sortent de ces standards et donc avoir un risque de biais causé par les algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance, par exemple, d'un comportement qui est anormal. Et donc tout ça, j'aimerais discuter dans la deuxième partie de cet atelier pour comprendre comment on peut mettre en place ces outils de façon simple, surtout pour préserver l'autonomie, plutôt que pour faire une surveillance de la part, par exemple, de la famille ou l'entraînement du personnel soignant. Et donc, l'idée, c'est aussi de discuter, d'expliquer que ces outils ne vont pas remplacer le travail du personnel soignant, c'est plutôt pour les faciliter et pour donner une meilleure qualité du travail, mais aussi une meilleure qualité de vie finalement pour les seniors. C'est ça que j'aimerais discuter dans la deuxième partie de l'atelier. On va commencer tout à l'heure. Là, il y a mes informations de contact, aussi les sponsors du projet Silverum. Donc, j'ai terminé ma partie de présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ou on la laisse plutôt pour la deuxième partie de discussion, sinon? Et sinon, je laisserai la parole à Michel Meyer, qui, moi, je parlais plutôt de la partie technologique. J'aimerais qu'on puisse discuter un peu tout ce qui est les atouts et puis les risques aussi pour les seniors vis-à-vis de toutes ces technologies. Voilà, vous voyez, ça joue. Oui. Oui, ça joue. Oui, alors bonjour à tous. D'abord, je me sens un peu vieux parmi vous, donc je vous félicite, vous les forces vives, de vous impliquer dans ces domaines qui me touchent déjà un peu et qui vont me toucher tous les jours davantage. Je vous soupçonne toutefois que vous ayez pris vous-même conscience de votre propre du fait que vous soyez que provisoirement jeune et qu'un jour vous aurez également besoin de ces technologies.
le changement, il est toujours possible lorsqu'il associe l'ensemble des partenaires concernés afin de traiter également l'approche éthique liée à ces technologies. Et la question éthique, elle est grande et elle est importante. Concernant les seniors, comme pour tous les âges de la vie, le vieillissement, c'est une période de changement et d'apprentissage. C'est dans ce sens que la révolution numérique offre des opportunités extraordinaires pour les aînés. Favoriser leur autonomie en restant le plus longtemps possible chez soi, voyager à travers le monde, échanger, communiquer, s'informer via les journaux, la télé, la radio, les vidéos, apprendre de manière académique ou avec des tutos, jouer, commander, réserver, acheter, administrer ses affaires, se soigner, accéder à la télémédecine, se faire aider, se faire livrer, etc. Ces nouvelles technologies modifient le rapport intergénérationnel. Les vieux qui savaient et qui enseignaient aux plus jeunes deviennent dans le domaine des nouvelles technologies ceux qui apprennent des plus jeunes à participer à cette évolution des mondes numériques 2.0, 3.0, 4.0 et aujourd'hui 5.0. Chez les seniors, on observe un réel fossé numérique entre ceux qui sont coupés des réalités informatiques, les débutants, les bidouilleurs et les geeks. Ces disparités ne sont pas forcément liées à l'avance en âge des personnes. Toutefois, la tendance montre que les plus anciens, ceux qui ont eu un accès plus tardif à ces technologies, n'y adhèrent pas et s'ils se prêtent ou s'y prêtent avec de grandes difficultés. La Silver Génération a des besoins particuliers. Besoin accru de sécurité, ne pas se sentir en danger, besoin de bienveillance, d'attention, d'empathie, besoin d'un cadre sécuritaire, notamment une informatique simple, accessible et sécurisée, des lieux d'apprentissage pour suivre les évolutions technologiques, besoin d'accéder à des services, besoin de communiquer, de rester rattaché à ce monde qui change si vite et qu'ils ont contribué à construire et qu'ils vous lèguent. Dans le grand âge, et là je pense à des personnes de plus de 80 ans, la question de la fin de vie ouvre de nouvelles réflexions qui débouchent fréquemment sur deux rêves. Le premier de ces rêves, c'est le désir de rester chez soi. Pose la question de ce que peuvent m'apporter les nouvelles technologies pour me permettre de rester chez moi. Silver Home et tout à l'heure Leonardo a fait état de toute une série d'innovations et je pense que Monsieur Guillaume le poursuivra sur ce terrain pour vous en parler mieux que moi. J'ai une toute petite expérience dans le domaine parce que j'ai été invité avec la FIPA à participer à la visite d'un appartement qui a été configuré pour des personnes âgées dans le nord de la France. Et j'avais été séduit par ces solutions qui sont intégrées parce qu'au fond, c'est vrai que l'utilisateur, il cherche toujours des solutions simples, qui sont pratiques et qui ne sont pas de la complexité qui est souvent évoquée lorsqu'on parle de ces technologies. Et dans cet appartement, vous aviez des personnes très âgées qui vivaient à leur rythme, c'est-à-dire qu'ils se levaient tous les jours entre 8h30 et 9h, qu'ils allaient 2 fois aux toilettes la nuit, qu'ils allaient se faire leur petit café, qu'ils allaient lire leur journal, qu'ils allaient faire une sieste, etc. Et là, dans cet appartement, on avait simplement relevé l'algorithme de ces personnes à travers des détecteurs invisibles qui étaient dans les interrupteurs d'électricité. Et on avait au fond défini pour chaque résident de ces appartements son algorithme de base. Et quand il y avait une dérogation par rapport à son algorithme de base qui ont laissé une certaine marge, eh bien, il y avait un SMS qui partait vers la voisine, un SMS qui partait chez la fille pour lui dire il y a quelque chose qui se passe dans l'appartement de maman ou de papa, il faut que tu ailles voir, c'est peut-être c'est peut-être un bon signe. Je pense que c'est ça le grand problème, c'est qu'au fond, on voit qu'en vieillissant, il y a une insécurité qui se manifeste assez fréquemment chez la personne âgée. Et puis, le paradoxe, c'est que l'enfant, souvent, il est pris dans la réalité du travail qu'il absorbe beaucoup. Et au fond, on rencontre des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en home, qui ont toujours l'impression d'avoir pas de visite ou pas suffisamment de visite. Et je pense que la précarité ou les accidents de la vie ordinaire, que ce soit tomber, que ce soit pas trouver ses affaires, etc., ça participe de cette idée de créer un peu d'insécurité autour de la personne,
Donc, je pense que si on peut l'aider et l'observer très simplement dans sa vie quotidienne pour essayer de diminuer ces aspects risques, je pense que les gérontechnologies ont vraiment un grand avenir. Voilà. Le second rêve des personnes âgées, c'est le désir de mourir la nuit. Pourquoi mourir la nuit? Parce que ça exprime la peur de mourir en plein jour, en pleine conscience, dans la souffrance. Donc là aussi, il y a beaucoup d'attentes par rapport à se mourir la nuit. Notamment, je pense que la télémédecine arrive maintenant. Vous avez des nouveaux lits, notamment des matelas, qui relèvent automatiquement le pouls, le poids, il n'y a même plus besoin de la chaise, la tension, les insomnies et d'autres informations qu'il s'agira d'injecter directement dans les dossiers de soins. Les capteurs aussi par bracelet ou les montres connectées relèvent actuellement beaucoup d'informations. Encore récemment, on a vu que on avait les premiers signes du Covid qui pouvaient être décelés par des algorithmes, notamment chez Apple. On peut s'attendre à ce que l'arrivée de ces nouvelles technologies vont faciliter l'observation de certaines pathologies et notamment l'observation de la douleur, qui est une des principales préoccupations des personnes âgées. Et puis que des alarmes, au fond, vont permettre de signaler au personnel soignant et respectivement de soulager les résidents en temps réel. On voit donc qu'il y a un univers technologique qui est en train de se déployer et devenir un vrai soutien aux professionnels de la santé. Alors, ça se fait pas sans problème. Je pense à l'arrivée de la locomotive. Beaucoup y ont vu l'arrivée du diable. Et ce n'est que 20 ans ou 50 ans après qu'on a trouvé que les locomotives étaient un plus pour le transport des personnes et des biens. Et je pense qu'on est tout à fait à ce carrefour-là où cette technologie, elle fait presque autant peur que plaisir, parce qu'elle effraie par ses performances, et puis en même temps, on sent qu'elle devient indispensable, et qu'il faudra juste éviter qu'elle ne soit pas déshumanisante, et puis qu'on ne puisse pas la lier à cette fameuse phrase « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » ou « domotique sans éthique reste problématique ». Donc, pour ma part, je pense que le monde occidental vieillit très rapidement, le nombre d'actifs diminue, ça a déjà été dit tout à l'heure. On devra de manière très incontournable et inévitable intégrer ces nouvelles technologies qui seront d'autant d'être précieuses pour assurer une grande qualité d'accompagnement. Pour cette raison, nous devons apprivoiser et intégrer avec réflexion et humanité dans la pratique professionnelle. Et puis, je crois qu'aussi, il faudra redonner du sens au travail de l'accompagnant, du soignant, qui deviendra chaque jour davantage un médiateur relationnel et soignant entre la personne en perte d'autonomie et ces nouvelles technologies qui aideront cette personne à réaliser ses deux rêves finalement, qui sera de rester peut-être plus longtemps chez elle, peut-être même définitivement, et puis peut-être d'éviter de mourir avec des douleurs et d'être soigné correctement. Au fond, ce que j'observe, moi, c'est qu'actuellement, on n'a jamais eu envie d'aller dans les homes. Hein. Quand on y va, c'est forcé et contraint par la réalité. Que chacun cherche maintenant des solutions alternatives. Alors, c'est le maintien à domicile, ce sont les appartements protégés, ce sont des solutions qui répondent aux besoins du moment de la personne. On voit que l'évolution de ces besoins peut être très rapide dans le grand âge. Et on voit des appartements qui fleurissent et que chacun y va de ses connaissances. Alors des fois, on y trouve beaucoup de bon sens dans ces projets, puis des fois, on doit vraiment dire qu'on y trouve beaucoup d'ignorance, ce qui, au fond, implique après coup la mise en place de corrections, il faut redessiner les choses, il faut réinvestir de l'argent pour corriger pour créer des appartements qui soient corrects, j'allais dire du premier coup. Et dans ce sens-là, j'adhère pleinement au projet du Silver Home, qui est de mettre à disposition de nos aînés, respectivement des responsables dans les institutions et des responsables politiques, des structures des appartements EMS ou des appartements domicile, des chambres d'EMS, chambres domicile, qui leur montrent un peu le chemin qu'ils peuvent emprunter pour construire quelque chose qui soit efficace. Sachant toujours bien, et je le répète très simplement, que c'est mieux que ces projets soient vraiment intégrés et que ce ne soit pas l'addition de projets différents qui s'additionnent et qui les uns à côté des autres dans l'appartement de la personne, vraiment trouver des solutions qui intègrent le tout. Hein. Et faire des liens aussi avec les dossiers de soins, parce que
Je pense qu'il faut faciliter aussi le travail des soignants et souvent ces questions, ces problèmes d'interaction entre les informations qu'on reçoit et le traitement et la réponse qu'on donne aux informations doit être encore, à mon avis, plus travaillé et plus développé pour créer plus de cohérence et finalement je dirais, de bien-être pour les gens qui sont concernés. Voilà, merci. Merci Michel pour ton support et puis tes arguments. C'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent pour Michel aussi? Oui. Moi, volontiers. Et peut-être vous avez dit qu'il y aura un moment de discussion, donc c'est peut-être pour lancer pour plus tard. Mais ça m'a beaucoup frappé, juste pour les autres participants. Je travaille pour Curaviva Suisse pour le secteur formation professionnelle. Et ça donne l'orientation de mes questions. Vous avez dit, Monsieur Meyer, que vous voyez dans le futur le soignant comme un médiateur, notamment médiateur relationnel, entre la personne en perte d'indépendance et les technologies, si j'ai bien capté ce que vous avez dit. Je trouve ça drôlement intéressant par rapport à l'évolution des profils professionnels, des compétences et vraiment de l'identité professionnelle. J'aimerais bien que vous en parliez plus, peut-être après, Monsieur Angelini, dans la discussion, mais ça me paraît un thème tellement important par rapport à l'intégration de technologies dans le quotidien. Tout à fait, ouais. Oui, enfin, ce que je vois, je suis pas un spécialiste, ce que je vois, c'est que finalement, ces technologies, gentiment, grappillent le travail de base du soignant. Puisqu'au fond, je disais qu'on avait ces matelas qui sont en train de peser le résident, lui prendre le pouls, lui prendre sa température. Demain, on va lui mettre un algorithme qui fait qu'on va sentir quand il dort mal, qu'on va probablement proposer directement un médicament qui va régler le problème. Donc, on va aller vers une automatisation, vous voyez, de la fonction du soignant. Et le problème, c'est que on aura une personne. Et au fond, il faudra que le rapport, ça reste d'une personne à une personne. Et au fond, il va y avoir quelqu'un qui va utiliser toutes ces informations pour aller les redonner aux résidents, pour aller lui expliquer ça. Mais finalement, ça va être aussi des facilitateurs parce que tout ce travail que fait le soignant, ça lui prend beaucoup de temps. Et si on voit qu'on a de plus en plus de vieux et de moins en moins d'actifs, on aura peut-être des établissements qui vont perdre en dotation. C'est ce qu'on veut pas, mais c'est peut-être ce qui nous pend au bout du nez parce qu'il y a peut-être des coûts que la société ne pourra plus assumer. Donc, il faudra que ces technologies viennent au secours et à l'aide des soignants. Et je pense que là, il y a un énorme potentiel. Et il faudra, dans ce sens-là, à mon avis, préparer nos soignants à ne faire plus que la substantifique moelle de leur activité, c'est-à-dire cette présence, de retourner peut-être au pied du lit, ce qui a souvent manqué, retourner un petit peu au pied du lit et puis être là dans le relationnel avec le résident pour lui permettre d'intégrer ces informations et entre guillemets, pas se laisser soigner, ou peut-être se laisser soigner, ou de comprendre pourquoi on le soigne, à travers des outils qui sont devenus très, très performants. Je dis ça parce que mon grand-père était agriculteur sur un très petit domaine de 30 pauses. Aujourd'hui, quand vous êtes 30 pauses, vous êtes mort. Il avait 5 garçons, dont mon père, il voulait tous les garder sur la ferme pour qu'il l'aide à cultiver son domaine. Donc, vous voyez, l'évolution, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'heureusement que mon père et ses frères ont trouvé d'autres solutions, ils ont fait d'autres apprentissages, mais s'ils étaient restés sur le domaine, c'était la fin. Donc, à un certain moment, quand on a inventé la bougie, on n'a pas voulu voir arriver la lampe. Donc, aujourd'hui, on voit arriver la technologie. Le problème, c'est qu'il faut faire avec. Donc, c'est comment on épouse le mouvement puis qu'on se prépare, on se prépare à l'intégrer parce qu'il est inévitable. Je pense que tu as résumé un peu la philosophie de Silveron aussi dans toutes les visites que j'ai faites pour des personnes travaillant dans le domaine de la santé. Souvent, il y avait ces premiers aperçus de la technologie comme un remplaçant du travail de l'humain. Donc, j'étais un peu effrayé. Et puis, je pense que le message, c'est vraiment de sortir de cet apprentissage des visions de technologie en disant que c'est un outil d'appui, c'est un outil pour mieux faire le travail, c'est un outil pour se focaliser plus sur la personne et moins sur peut-être la mesure, parce que j'ai aussi récolté la problématique les personnes soignantes n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils doivent faire dans les 15 minutes qu'il va visiter la personne, parce qu'il y a beaucoup de patients qu'il doit visiter.
Et du coup, peut-être la technologie peut alléger le travail des mesures, gagner du temps pour la relation, donc faire du relationnel avec les patients. Et ça, je pense, c'est la chose qu'on ne peut pas vraiment remplacer avec la technologie. Super, merci pour cette courte discussion entre une présentation et la prochaine. Je laisserai donc du coup la parole à Guillaume Dupasquier, j'ai toujours un doute, pour la prochaine présentation sur les solutions à domicile, mais aussi prochainement en MS, des DomoSafety. À toi la parole, Guillaume. Merci, Leonardo. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Je vais lancer la présentation et puis vous me direz si vous la voyez correctement ou pas. Voilà. Vous voyez? C'est parfait. Ok. En tout cas, très heureux de participer aujourd'hui à cette conférence. Et puis il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Nous, ça fait un petit moment qu'on est dans le domaine. Ça fait maintenant plus que 9 ans qu'on est dans le domaine du domicile. Et puis effectivement, l'importance de pouvoir collaborer avec les gens du terrain et comprendre leurs besoins et finalement faire ce qu'on appelle de la co-création de solutions. Et puis mettre toutes les disciplines autour de la table pour effectivement essayer d'apporter des meilleures solutions. Alors effectivement, nous, c'est un peu notre créneau, c'est le côté rester indépendant le plus possible, qu'on soit jeune senior ou qu'on ait des maladies chroniques ou qu'on soit en chaise roulante, qu'on puisse garder entre guillemets, le peu d'autonomie qui nous reste quelque part, si on a perdu les activités de la vie quotidienne qu'on pouvait faire avant tous les jours. Effectivement, sur la démographie, je vais pas revenir dans le détail, mais ça a déjà été longuement dit. Effectivement, moins en moins de gens actifs, de plus en plus de seniors. Et puis surtout, je dirais, des maladies chroniques de plus en plus croissantes, de plus en plus importantes, Alzheimer, Parkinson, les démences. Forcément, plus on devient âgé, forcément que plus on a des maladies chroniques. Donc voilà, 80% des personnes de 65 ans et plus ont au moins une maladie chronique, 50% ont au moins 2 maladies chroniques, une personne sur 6 a un handicap léger. On parle de Parkinson, on parle de la démence, on parle de maladies cardiovasculaires. Et forcément qu'on voit de plus en plus aussi sur les EMS, mais le domicile, un shift entre guillemets entre ces pathologies qui étaient assez lourdes, mais qui maintenant sont de plus en plus gérées dans le cadre du domicile. Parce que on passe moins de temps à l'hôpital, l'ambulatoire se développe énormément, et forcément qu'il y a toutes ces ressources qu'on avait dans un milieu institutionnel se déplacent dans le domicile, et forcément que vu qu'on a des complexités à gérer en termes de suivi, il faut des technologies pour aider. Qu'on a déjà beaucoup dans l'hôpital, mais encore peu dans le domicile. Donc nous, peut-être aussi un autre point sur toutes ces différentes technologies. Est-ce que nous on a essayé de développer? C'est que nous on a essayé de développer une panoplie de différents services, donc qui peuvent s'adapter suivant la personne. Il est évident qu'une personne qui est en bonne santé, qui est un jeune senior qui va faire de la marche dehors, ne veut pas être stigmatisé et veut être en bonne santé. Donc ce serait quelqu'un qui va peut-être plutôt utiliser une montre connectée avec un GPS. Ou bien avec un compteur de pas quand elle va faire de la course en montagne. Par contre, une personne qui a perdu quelques activités de sa vie quotidienne, notamment la mobilité, aura besoin d'une aide-soignante, par exemple, pour manger ou aller faire ses courses ou pour se lever. Et là, on parle d'une personne qui est devenue plus dépendante. Et dans ce cas-là, la technologie, on va dire qu'elle est plus facilement adoptée quand on est devenu dépendant. Et c'est pour ça que la prévention pour nous c'est quelque chose de très important. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour garder son indépendance, mettre en place des actions préventives et éviter trop rapidement de basculer devant une dépendance accrue, voire l'EMS ou l'hospitalisation. Donc on a développé plusieurs
on va dire, solutions qu'on a catégorisées en deux parties, des parties vraiment plutôt qu'on appelle sécurité, qui apportent de la sécurité. Et puis je vais expliquer un peu les différentes solutions qu'on a. Et puis après une partie plutôt santé, qui permet au personnel soignant, un médecin, une infirmière, d'avoir quelques informations à distance qui lui permettent de pouvoir suivre un certain nombre de paramètres entre deux visites, selon la pathologie, la maladie de la personne. Donc pour la partie sécurité, suivant le cas, donc on a simplement un bouton d'alarme pour ceux qui ont des systèmes de base que vous connaissez déjà, que la Croix-Rouge notamment offre. Nous, on va pouvoir rajouter des éléments supplémentaires, par exemple effectivement un capteur de lit qu'on met sous le matelas qui détecte la présence dans le lit. Et si une personne se lève la nuit et ne revient pas après un certain temps donné, on va pouvoir déclencher des alarmes. Si une personne reste dans sa salle de bain trop longtemps le matin, par exemple, on va pouvoir déclencher des alarmes. Là, on a des capteurs de mouvement assez discrets qu'on met dans la salle de bain, ou bien des gens qui tout à coup sortent à 3 heures du matin de leur appartement. On a beaucoup travaillé avec pour des associations type Alzheimer. On a installé nos systèmes par exemple des colocations d'Alzheimer où il y a de l'animation la journée, mais la nuit il n'y a pas de personnel pour suivre tout ça. Donc on a rajouté des systèmes pour ça. On a travaillé dans des appartements protégés qui sont à côté des MS. Donc on travaille avec Foyer Handicap notamment à Genève. Donc on va adapter les solutions suivant les besoins, et puis ces différents seuils d'alerte ils sont automatiquement appris par le système selon les habitudes de vie. Pour quelqu'un qui a l'habitude de faire la grasse matinée, on va pas déclencher des alarmes. Pour quelqu'un qui se lève tous les matins à 8 heures, qui est encore dans son lit à 10 heures, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on travaille avec des centrales d'alarme d'urgence en Suisse. On travaille avec la Croix-Rouge, on travaille avec Medical, qui est la centrale d'alarme de l'assurance Helvetia. C'est des gens qui reçoivent ces alertes, qui rappellent la personne à domicile. Il y a un interphone qui décroche automatiquement. On peut rentrer, on peut discuter à distance avec une personne qui fait une levée de doute. Et en cas de problème, on va pouvoir cascader ça vers du personnel soignant, vers une ambulance ou le voisin ou la famille, suivant le degré d'urgence. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau de la sécurité. Et puis maintenant, on est en train d'évoluer des nouvelles solutions. On est en train d'intégrer la dernière Samsung Smartwatch, qui sera plus pour des jeunes seniors, entre guillemets, qui veulent encore aller faire de la marche en montagne, où on pourra effectivement déclencher des alertes en appuyant quelques secondes sur la montre, avec une géolocalisation. Donc si on tombe en montagne, et puis que on peut être localisé. Et puis on va aussi rajouter des informations supplémentaires, notamment par exemple sur la fréquence cardiaque, qu'on va connecter après avec des dossiers médicaux du patient. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'évolution de nos solutions en intégrant des smartwatches. Et puis il faut savoir que cette smartwatch, elle a aussi une carte SIM dedans, et la centrale peut entrer en communication vocale avec la personne. Et on pourra décrocher de manière automatique et directement parler dans la montre. Après, on a un travail effectivement au niveau de l'intégration dans les dossiers patients. Alors, soit on intègre nos informations dans le dossier patient, ou bien on est en train de développer avec des réseaux de soins privés et des infirmiers indépendants, des outils qui leur permettent de pouvoir mettre en place des objectifs. Par exemple, j'aimerais maintenir cette personne plus longtemps à domicile, ou bien après une opération de la hanche, j'aimerais qu'elle retrouve sa mobilité. Et puis on peut après, en lien avec ces différents objectifs, lier des outils. Ça peut être un capteur de lit pour le sommeil ou la fréquence cardiaque respiratoire. Ça peut être une montre connectée avec un nombre de pas à atteindre tous les jours, etc. Et puis donc on aura ces différents scores qui, eux, si tout à coup quelque chose baisse de vert à orange, le soignant pourra recevoir une notification et à ce moment-là prendre une action. Avant que ce soit trop tard, avant qu'il y ait une chute, avant qu'il y ait une hospitalisation. On est capable aussi de gérer automatiquement des rapports PDF avec un score, un commentaire de l'infirmière qui après peut être envoyé chez le médecin traitant et puis pris en compte lors d'une prochaine évaluation d'un réseau. On a aussi une application mobile pour les proches aidants avec une messagerie. Donc en cas d'urgence, aujourd'hui la centrale d'alarme d'urgence, une fois qu'elle a traité l'urgence, elle écrit un message qui va directement être envoyé dans la messagerie de la famille. Par exemple, votre maman est tombée, on l'a eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Enfin, on l'a eu au téléphone, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Fribourg. Ne vous inquiétez pas, le CMS local a été informé, par exemple.
Et puis cette même application mobile, on peut aussi, si on le souhaite, avoir accès à certaines informations sur le sommeil et d'autres paramètres. On a aussi des solutions qui sont pour les institutions, les IMS, toujours un peu dans la même idée de gérer l'urgence et le côté plutôt santé. Là, on utilise des montres connectées en Bluetooth. Il y a des antennes qu'on place dans les IMS. Et on est capable de localiser les personnes. Et puis, il y a des applications mobiles qui tournent sur Android ou Apple ou iPhone, où l'infirmière, le personnel soignant peut traiter l'urgence, la quitter lorsqu'elle est proche de la personne. Et tout est fait de manière sans fil. Ça, c'est des solutions qu'on installe dans des IMS. Et puis, on a la capacité de pouvoir configurer des zones dans les IMS selon les étages ou les zones. Et puis après, de pouvoir avoir des écrans qui affichent les alarmes et les différentes chambres. Là, on est dans des systèmes d'appel malade sans fil. On utilise la technologie Bluetooth. Pourquoi? Parce que on peut connecter des tensiomètres connectés ou prendre la température. Et l'avantage d'utiliser technologie sans fil connectée, c'est que on évite de l'écrire sur un papier. Donc une perte de temps administrative. Plus, il peut y avoir des problèmes lorsqu'on retranscrit l'information. Si elle est tapée de manière manuelle, on peut faire des fautes de frappe. Ça, c'est un petit peu aujourd'hui on en est. Donc on a des clients, notamment dans le canton de Vaud, le CHUV. On a plusieurs bâtiments installés, les foyers handicap à Genève, la Croix-Rouge en Suisse. On travaille beaucoup avec actuellement Prosenectouté sur Fribourg, mais aussi dans d'autres régions comme à Soleure. Où on est en train de développer en partenariat avec un CMS local qui appartient à Prosenectouté, des coachs qui viennent en support des gens du terrain. Par exemple, une infirmière qui va à domicile le matin, elle va peut-être recevoir un coup de téléphone de ce coach en support qui va lui dire: écoutez, on a vu que le sommeil s'est dégradé ces 3 derniers jours. Peut-être si vous voyez la personne, focalisez-vous pour des questions liées à son sommeil, ce qui peut éviter à la personne de passer 20 à 30 minutes à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, elle aura une information tout de suite objective pour pouvoir directement orienter les questions lors de la visite à domicile. Nous travaillons actuellement aussi avec Croix-Rouge, aussi sur Soleure et le canton de Turgovie. Là, on va faire des offres plus focalisées sur les démences, parce que la Croix-Rouge a beaucoup d'assistants sociaux aussi qui s'occupent de personnes qui ont des maladies d'Alzheimer en support des proches aidants. Et puis là, on va installer nos systèmes. Ce sera une offre de service qui sera sécurité, mais qui inclura aussi donc des assistants sociaux qui pourront aussi avoir accès à nos informations. En termes de nos recherches, on travaille beaucoup sur la prévention des chutes, les maladies cardiovasculaires et les maladies mentales, enfin la démence. Et on combine des données physiologiques, donc tout ce qui est des paramètres vitaux, ainsi que des données comportementales et des routines de la vie quotidienne, en essayant de pouvoir vraiment mettre en place des actions préventives et grâce en fait aux algorithmes de pouvoir déceler des signaux qui peuvent annoncer précocement une chute ou une insuffisance cardiaque ou un problème de démence. Donc c'est toujours l'idée en fait de partir d'abord du problème de la pathologie ou de l'objectif à mettre en place, d'en déduire des scores ou des catégories, sommeil, mobilité et autres. Et puis, suite à ça, nous, après, on va pouvoir, dans notre panoplie, dire, alors, il faut mettre une montre ou bien tel objet, ou etc. Puis après, on co-développe, on adapte nos solutions selon les besoins, que ce soit avec des réseaux de soins privés ou publics, ou des hôpitaux, ou des cliniques. Et peut-être aussi au niveau des technologies. Donc là, c'est en anglais, mais on classifie les technologies à disposition sur le marché parce qu'il y en a énormément aujourd'hui. Entre les technologies sur l'axe des X qui sont invasives. Donc, quand on dit invasive, c'est qu'on doit les mettre sur la peau, ou bien non invasif quand c'est de l'information qui est collectée sans qu'on ait besoin de la toucher. Et après, sur l'axe des Y, dans des technologies où on collecte l'information une seule fois, par exemple quand on prend sa température, ou bien des technologies qui récoltent de l'information de manière continue. Là, on parle d'un capteur de lit, par exemple, qui récolte de l'information en continu. Et puis effectivement, les technologies qui sont invasives, donc on met sur la peau, qui sont collectées une seule fois, c'est des technologies très précises qui permettent de faire des diagnostics des médecins. Alors, les médecins, tandis que des technologies plus temps réel et non invasives peuvent plutôt être utilisées pour faire un calcul de risque, par exemple de dire sur les 3 dernières semaines, on a vu que le sommeil allait un petit peu moins bien. On informe le médecin et le médecin à ce moment-là va demander de faire un diagnostic plus précis en utilisant des objets plus invasifs
faire vraiment une étude plus importante. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment un calcul de risque qui permet de pouvoir dire oui ou non, il faut faire un diagnostic plus approfondi. Je donne juste un exemple de recherche qu'on fait avec, par exemple, Unibern et Pins Hospital, où à gauche, vous voyez une personne qui va bien et à droite, une personne qui a Alzheimer. Et puis, ça, c'est les activités de la vie quotidienne. En bleu, c'est quand la personne dort. Et puis, par exemple, en vert, elle regarde la télévision, elle fait d'autres activités de la vie quotidienne. Et puis, on voit à droite une personne qui a Alzheimer, qui a un pattern, comme on appelle ça, qui est totalement aléatoire dans ses activités de la vie quotidienne, où elle va finalement au lit à n'importe quelle heure de la journée. Et puis ça, c'est des choses où on collabore avec les médecins pour les aider en fait à identifier ces comportements et essayer de mettre en place après des thérapies pour ramener la personne vers un comportement quotidien de nouveau qui est normal. Et puis un autre exemple, ça c'était avec une école d'infirmières à Holton. On a fait justement une étude clinique. On a eu une personne qui a été hospitalisée pour insuffisance cardiaque. Donc le cœur en fait qui doit pomper plus fort parce qu'il y a les veines ou les artères qui se bouchent. Et là on a pu voir que la fréquence respiratoire qui a augmenté 3 mois avant l'hospitalisation, en même temps que le volume d'activité. Donc la personne s'est essoufflée, donc elle marchait moins vite. On a vu son volume de mouvement qui diminuait. Et en même temps son agitation nocturne qui a augmenté. Et ce qu'on fait maintenant avec les médecins, c'est qu'on essaie de pouvoir alerter en fait avant qu'il y ait l'hospitalisation. Et le médecin, dans ce genre de cas, il sait qu'il faut, par exemple, donner des médicaments pour fluidifier le sang ou éviter des coagulations pour éviter que la personne vraiment fasse une crise cardiaque. Et on est actuellement aussi en train de travailler sur une nouvelle alerte Covid, où on a la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque, quand elle augmente de manière significative par rapport en moyenne aux 3 derniers jours, c'est qu'il y a un risque d'infection, pas que du Covid, mais d'infection en général dans les virus. Et puis ça, c'est des nouvelles choses qu'on est en train de sortir pour essayer un peu de déceler en amont ce type de pathologie. Ça, c'est mon contact. Je pense que aussi, Monsieur Angelini peut vous le donner. Si vous aimez la technologie, vous aimez mettre en place des nouvelles solutions, on est tout à fait ouvert à vouloir collaborer avec vous, avec les gens qui sont intéressés pour essayer de comprendre vraiment les besoins et puis adapter nos technologies vraiment aux besoins le plus possible du terrain. Et puis surtout, être intégré dans le processus de soins, comme on appelle le continuum of care. C'est vraiment très important de pouvoir être intégré et travailler avec les gens qui sont vraiment au chevet des soignants, des patients et des proches. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Et j'ai juste peut-être une première question. Est-ce que on pourrait mettre à disposition les transparents, oui. différents, par exemple? Parfait, je vais les mettre après sur les sites parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a déjà demandé à l'avance, ne pouvant pas peut-être se connecter. Et j'avais aussi une question par rapport aux données que tu viens de montrer pour la prévention. Donc ça, c'est que des données récoltées pendant la nuit ou aussi pendant les jours avec d'autres appareils que les capteurs de sommeil? Non, aussi pendant le jour. Donc en fait, on avait pour la nuit, c'est ce capteur de l'IM-FIT avec la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, agitation nocturne. Après, on avait aussi avec des capteurs de mouvement la vitesse de marche d'une pièce à une autre pièce. On sait que la vitesse de marche est utilisée beaucoup dans les soins à domicile, mais aussi dans les hôpitaux pour faire un calcul de risque de chute. On sait que ça s'appelle le TUG, Time Up and Go. C'est un calcul qui permet de voir la fragilité en fait selon le temps, la dégradation de la vitesse de marche, qui est vraiment liée avec un risque de chute. Donc on avait ça, et puis on avait aussi dans ce projet-là un capteur qui s'appelait BioVotion qu'on mettait sur le bras, avec un accéléromètre. Mais on pourrait imaginer, et c'est ce qu'on veut développer plus encore, d'avoir une montre connectée avec les pas à l'extérieur, mais aussi, par exemple, on est capable de dire aussi qu'un GPS, aujourd'hui, si on marche, ou si on fait du vélo, si on est en voiture, ou si on est dans un train, et on peut en déduire les différentes activités. Et donc il est clair que d'avoir le plus possible une longitudinalité dans la journée et la nuit permet d'être plus précis dans la détection précoce. Parce que j'avais vu la fréquence de respiration, ça c'est plutôt la nuit par contre, ou aussi pendant le jour. Ouais, exactement.
Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Volontiers aussi une question. Oh, pardon, Monsieur Valla. Oui. Oui, excusez-moi. On est 3 personnes du RSSG qui sont présents aujourd'hui avec M. Auberson, moi-même, Patrick Valla et Jérémy Galland. J'ai une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure de ce livre blanc de recommandations. Ça nous intéresserait beaucoup parce que là, on va bientôt lancer les concours et puis de donner ce livre blanc sous forme de recommandations, c'est déjà un premier pas. Ensuite, bien entendu, il y aura les pas suivants dans le sens du développement de projets. Mais ce livre blanc, vous pensez pouvoir le sortir quand? Oui, bah justement, donc ça c'est quelque chose qui est en cours. Vous avez vu déjà, normalement je vous ai déjà envoyé un premier aperçu par email après notre première discussion. Ça c'est un peu les documents justement des spécifications sur toute cette partie. Et puis évidemment, les livres blancs c'est des recommandations par les études menées au sein de Cyberhome et aussi par rapport aux discussions qu'on a avec les partenaires. Les mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est justement pouvoir faire ces tests pilotes avec l'intégration de ces technologies. Et ça, malheureusement, on l'a pas fait encore, mais c'est un des buts, justement, c'est de pouvoir trouver des partenaires qui puissent nous permettre de faire ces études de pilote avec une intégration de différentes technologies et un récolte des retours des professionnels et des seniors qui testeraient ces solutions à long terme. Ce qu'on n'a pas pu faire dans les showrooms, évidemment. En tout cas, je tiens à vous rassurer que le RSSG, puisqu'on a 4 projets à construire d'ici 2026, on est intéressé en tout cas à vous accompagner et puis être un partenaire. Il faudra voir après sur quelles modalités, parce que on a envie de faire ça juste depuis maintenant, puisque on est en train de parler des 10-20 prochaines années. Donc, Oui, ça c'est clair, on connaît bien. Madame Pochard? Oui, c'était une question pour Monsieur Dupasquier. Donc, vous côtoyez beaucoup les équipes, vous dites il faut travailler avec des partenaires, les personnes. Ma question, est-ce que vous observez, justement, puisque vous les côtoyez, vous leur proposez des solutions qu'ils doivent essayer d'intégrer. Est-ce que vous observez des impacts sur leur organisation du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Est-ce qu'ils doivent modifier quelque chose, faire différemment? Et puis, sur les compétences qu'ils mettent en œuvre, est-ce qu'il y en a qui arrivent facilement, d'autres très difficilement? Est-ce que vous arrivez à donner quelques éléments qui disent, ça facilite quand les personnes sont capables de font comme ça et ça complique quand il manque, je sais pas. Vous voyez un peu ma question? C'est assez vaste la question. Après comment dire? Ce qui est compliqué, c'est d'intégrer une nouvelle information qui n'était pas là à l'avance, qui n'était pas là avant. Et puis cette information-là, il faut qu'elle soit facile à interpréter, et puis qu'elle soit pertinente. D'accord? Et on va dire que dans le cadre hospitalier, si je reviens de ce cadre-là, tout le personnel soignant et les médecins, ils ont très l'habitude de regarder des graphiques, par exemple faire une échographie pour un soignant, une infirmière. Les gens ont vraiment beaucoup l'habitude de ça. Dans le domicile, on voit que les gens passent plus de temps à interagir avec la personne et au moins l'habitude d'utiliser des informations en guillemets tierces. Ça, c'est ce que moi je vois. Après, il y a, on va dire, toujours un peu la même chose. Il y a quand on apporte des nouvelles informations, des nouvelles technologies, forcément, mais c'est comme quand on installe une nouvelle application mobile, n'importe qui, moi, tout le monde. Quand on installe une nouvelle application sur son téléphone, soit elle est facile à comprendre, comme un WhatsApp par exemple. Vous et moi, c'est facile à utiliser. Il y a d'autres peut-être applications mobiles qui seront compliquées. Il faudra prendre plus de temps, il faudra se former. Et c'est là l'importance de pouvoir essayer de développer des choses qui sont dès le départ faciles à comprendre. Puis ça, c'est pas facile à faire, on va dire. Et ça prend du temps. Et ça prend donc il faut développer la technologie. C'est des itérations, puis on fait jamais juste dès le début. Parce qu'au début, parce que tant qu'on n'a pas développé l'application mobile, on pourra pas forcément recevoir les feedbacks directs. Donc il faut récolter des informations, faire une première version, aller voir les gens, faire une deuxième version, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Nous, ça fait maintenant 9 ans, je dirais que ça fait
2-3 ans qu'on est sur le marché, mais ça a pris bien 4 à 5 ans pour être pertinent dans ce qu'on fait. Et puis après, je dirais par rapport à l'adoption, il y a toujours, voilà, il y a des soignants qui sont, on va dire plutôt la nouvelle génération, qui attendent ce genre de choses qui sont baignés là-dedans depuis toujours et puis qui comprennent pas que ça n'existait pas avant. Voilà. Ça, je parle, on va dire. Et puis c'est des infirmières qui sont de l'école de la source ou avec qui on collabore mais qui dans leur cursus de formation, on leur parle de ces technologies. Donc c'est déjà quelque chose qu'ils ont vu dans leur cours. Donc c'est déjà normal pour eux quand ils sortent de leur formation. Moi-même, je suis invité à parler à Unisanté ici à Lausanne ou à l'école de la source de ce qu'on fait et ça, voilà. Tandis que effectivement, bien sûr, pour après peut-être des générations, j'en sais rien, qui ont pas eu ça, dont on a toujours dit mais l'humain en premier, bah forcément qu'il y a une espèce de mur qui est difficilement qu'on peut difficilement percer. Après, je sais que le Covid, alors maintenant ça c'est ce que je dis, mais ça a accéléré, je trouve, les mentalités. Je vois des médecins qui disaient avant, mais la télémédecine, j'y crois pas du tout. Et puis j'ai une perte et je peux pas donner en fait si je vois pas mon patient en face de moi, je peux pas faire un bon diagnostic. Et puis on voit maintenant beaucoup de médecins sur 3 visites, il y en a 2 qui font par vidéo et une en vrai, et ils plébiscitent les technologies de télémédecine comme j'aurais jamais pensé. Et on voit maintenant qu'il y a une adoption très rapide de ces technologies. Et puis avant, comme guillemets, les grandes sociétés comme Google, Apple et les autres soient sur le marché, il faut qu'on collabore ensemble entre le tissu économique suisse, des startups, etc. comme la nôtre, parce qu'ils sont déjà là à notre porte. Dernièrement, là, j'ai vu qu'Amazon voulait racheter Rosé, qui est une pharmacie dont la COP est investisseur. Je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, et je pense que c'est pour ça que c'est important de collaborer au niveau local. Avant que les grandes sociétés américaines viennent sur le marché. Voilà, un petit peu. Je sais pas, ça répond exactement à ce que vous dites, mais c'est pour ça qu'il faut être en contact, quoi, voilà, et en multidisciplinarité. C'est pas quelque chose qui est facile, mais je dirais que il y a une accélération vraiment ces derniers mois. Je vais poser une question. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez l'expérience, M. Dupaquier, d'un lien entre la chambre de l'EMS et le bureau infirmier, qu'il soit audio-vidéo? Est-ce que cela existe? Évidemment, il y a des problèmes à cela. J'évoque cette thématique parce que l'intimité dans la chambre est très importante. Je constate qu'on entre une douzaine de fois par jour, en tout cas dans la chambre des résidents, alors que certains estiment que c'est un peu beaucoup. Donc, il ne faudrait le faire que lorsque c'est nécessaire. Est-ce que vous avez l'expérience de ces liens-là? Après, je pense que on n'a pas cette solution actuellement, ce que vous dites, mais comment dire, la technologie de caméra, elle existe déjà, les Wi-Fi sont déjà installés dans les chambres. Maintenant, ce qu'il faudrait mettre en place, c'est un système qui active la caméra, par exemple, seulement s'il y a eu une alerte. Alors, si on prend ce que nous on fait, on a toutes les composantes pour mettre en place quelque chose que vous dites, parce qu'on a le serveur, entre guillemets, qui récolte les informations, qui déclenche les alertes. Après, il faudrait penser à se dire que dans ce cadre-là, la caméra s'active, puis après, il faudrait qu'il y ait une sécurité qui permette quand même qu'il y a un chiffrage, en guillemets, d'informations, ou une sécurité pour éviter que quelqu'un puisse se connecter et puis récupérer la vidéo et les images puis les envoyer sur Internet, en guillemets. Après nous, les solutions qu'on installe, c'est des serveurs localisés dans le cadre des EMS qui sont pas sur le cloud, pas sur Internet. Mais c'est des choses envisageables. Après, on peut simplement dire. On a testé à Silverum, il fonctionnait un peu comme ça, avec les caméras 3D, justement, il détectait des chutes ou des sorties du lit. Et dès ce moment-là, une alerte était déclenchée, on pouvait voir la caméra, sinon on ne pouvait pas. Mais ça n'existe pas dans l'expérience. Pas encore. Je pense qu'il y a des problèmes quand même de protection de la personne. Quand il y a une vidéo dans une chambre, c'est pas évident de pouvoir la... Alors, l'idée, c'est qu'ils ne transmettent pas une vidéo en clair, mais c'est une vidéo avec la silhouette seulement. Parce que c'est des caméras 3D, c'est pas des flux vidéo RGB. Et du coup, à niveau des lois, des privés de la personne, ça c'est respecté.
Mais ça, ce qui est sûr, c'est que les résidents, surtout ceux qui sont cognitivement bien, ils n'acceptent pas d'avoir des caméras de ce style parce qu'ils sont encombrants et visibles. Et donc, ça les gêne, évidemment, d'avoir quand même des caméras de ce style. Toutes les personnes qui sont venues tester à Ciberon, elles ont vu la caméra, elles ont dit moi, je ne veux pas un truc comme ça dans ma chambre. Ça, c'est le retour des seniors qui sont bons. Évidemment, si une personne qui a fait des démences et ne veut pas porter un bracelet sur lui, qui pourrait faire l'affaire protection des chutes, etc., peut-être la caméra de 3D, ça peut être accepté de façon passive, si vous voulez, et puis la famille accepterait pour lui d'installer ce genre de système dans la chambre. OK. Et... Je pense que la technologie, elle existe aujourd'hui. Après, c'est une question de consentement éclairé ou de... Ouais. Pour la suite, ça reste pas beaucoup de temps, mais je vais préparer quelques questions à poser un peu à l'audience avec l'outil Mentimeter. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil où on peut se connecter directement en ligne. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Ah non, pas encore. Pour l'instant, pas encore. Je pense maintenant, oui. Vous les voyez maintenant? Oui. Donc, cet outil, c'est très simple. En fait, on peut aller sur le navigateur de notre ordi ou du smartphone. C'est encore plus pratique comme ça. On peut regarder en même temps sur l'ordinateur. Et j'ai mis quelques questions, entre autres la question qu'on a soulevée avant, quel est le rôle finalement du personnel soignant vis-à-vis de ces technologies. Et donc la première question que j'aimerais demander à vous, qui êtes-vous? Juste pour avoir une idée de l'audience, du public qui a suivi cet événement. Au passage, il y a quelqu'un qui est connecté par Facebook avec quelques délais d'environ 8 secondes. Je pense qu'il pourra quand même répondre et éventuellement pour avoir les résultats. Vous souhaitez qu'on réponde maintenant? Parce que je ne sais pas comment on fait ça. On va voir en direct en fait les réponses. Comment on fait pour répondre? Une fois que vous êtes connecté sur le site menti.com, vous avez mis les codes, vous avez normalement accès à la question. Il faut juste rentrer les codes de 84, 68, 36, 3. Ce serait possible de le mettre dans le chat sur le lien. Mettre les liens, je pense. Par contre, ça, c'est le lien de présentation. Du coup, Tu mets professionnel de la santé et des soins. Je sais pas si ça marche. Non, il faut aller sur mentimeter.com et puis mettre le code. Exactement, ouais. C'est bon, ça. Parfait, champion. Je suis 104 ans. Il faut plusieurs écrans. Je vais essayer comme ça, vous voyez si ça marche chez vous. Je pense que ça marche pas comme ça. 8, 4, 6, 8, c'est quoi 8, 4, 6, 8? Je vais remettre les transparents, comme ça c'est plus simple. 8, 4, 6, 8, 2, 6, 3. C'est assez partagé, très bien. On a quelques réponses déjà. On a 9 réponses. 3 entreprises, 2 professionnels de la santé, 2 étudiants, 2 du monde académique, un senior, un autre. C'est quoi l'autre? Si vous êtes connecté. Une association donc l'association fêtière des employeurs. La Viva, oui, effectivement. Ça entre dans rien. Tout à fait. Je pensais mettre association, mais ça faisait trop long. Donc.
Très bien. On passe à la question suivante. Ça, c'est un peu pour chauffer les moteurs. Je pense que les questions plus intéressantes arrivent par après. Donc, la question, justement, suggérée par Madame Pochard, c'est quel rôle du personnel soignant vis-à-vis de technologie? On a évoqué médiateur. Et là, c'est une réponse ouverte. À votre avis, est-ce que c'est un utilisateur, c'est un médiateur? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Juste votre commentaire là-dessus en quelques mots. Vous pouvez l'écrire juste pour donner la possibilité à tout le monde de participer, mais vous pouvez aussi bien le dire par les vocales. Je pense que c'est un argument intéressant qu'on a un peu discuté, mais si vous avez une idée là-dessus, ça m'intéresse de savoir votre avis, justement. Je pense que Michel a un peu expliqué aussi les points de vue qu'on a un peu dans les projets Silveron. On les rejoint tout à fait complètement. Les rôles des médiateurs, je pense. Un utilisateur qui peut être un coach, un coordinateur entre la famille, les seniors, patients et les médecins, tout à fait. Un médiateur relationnel et soignant entre la personne en perte d'autonomie et ces nouvelles technologies qui aidera la personne âgée à réaliser ses deux rêves, rester chez soi et mourir la nuit. Le personnel soignant à la fois utilisateur de certaines technologies et médiateur entre les seniors et les gérants de technologie. Justement, donc, il n'est pas seulement médiateur, mais un utilisateur lui-même de technologie. Et donc, les technologies doivent répondre pas seulement aux besoins des seniors, mais aussi à ceux des professionnels qui doivent l'utiliser, qui peuvent profiter des données qui sont récoltées. Résumé, enseignant, médiateur, utilisateur. Je pense qu'il y a des bons points là-dessus. Les technologies doivent être comprises par les soignants comme un support indispensable face à face de plus en plus des patients et peu de temps. Tout d'abord, l'accepter, l'apprivoiser et la positiver, et ensuite l'intégrer et la conseiller. Donc, c'est exactement la démarche qu'il faut faire pas à pas, sachant qu'il y a aussi parfois une fracture numérique aussi avec certaines personnes dans les domaines de la santé. Parfois, il faut vraiment partir des bases de la technologie numérique pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, on passe à la prochaine question. Merci pour vos retours. Si vous avez des commentaires là-dessus. Donc, par rapport à ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez une idée du coup si les technologies de suivi dans les MS aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a présenté, vont plutôt favoriser l'autonomie ou plutôt la surveillance, à votre avis, par rapport à ce qu'on a présenté, ou plutôt vous êtes en décision et puis évidemment ça dépend de comment on l'implémente. Ceux qui répondent indécis, ça veut dire qu'ils mettent 50-50 dans les deux cas? Ouais, peut-être, ouais, aussi. Alors on est indécis parce que pour nous, c'est moitié-moitié. Je pense qu'il y a un côté surveillance. Après, je pense que le but, c'est de comprendre aussi comment on peut surveiller discrètement, si on veut bien. Dans le sens que je pense que c'est important d'utiliser la technologie et surtout vis-à-vis des seniors, la présenter comme un outil qui peut vraiment supporter l'autonomie. Mais aujourd'hui, surtout pour certaines personnes, évidemment, on risque que ça va être que pour la surveillance, même si c'est pour le bien du senior, mais on est plutôt dans cet axe-là, je pense. Après, on parlera du domicile, peut-être ça change un peu, ça dépend aussi du type de personne. Ça change aussi sur le type de résident, j'imagine. Une personne affectée de démence, c'est difficile de favoriser l'autonomie avec ce genre de technologie. Restera quand même une personne dépendante qui va pas comprendre l'utilité de la technologie et qui risque d'être surveillée finalement. Après, peut-être juste pour ajouter quelque chose par rapport à ça, Leonardo, là, quand on parle des fois de surveillance, on peut parler aussi de surveillance des médicaments, hein, pour voir si le médicament, il a, dans le langage plutôt médical. Oui.
Ok, merci pour vous. Oui, d'autres avis? Si vous permettez, parce qu'on parle de surveillance autonomie, ce qui me semble, dans ce qu'on a vu surtout, c'est que les technologies présentées, la plupart, c'est une utilisation passive des seniors. Une utilisation active, c'est quand j'utilise moi-même une technologie pour réussir à atteindre un but que j'ai. Et là, ce qu'on a vu, ça me semble plus de passif et donc un peu plus du côté surveillance. C'est pour ça que je m'exprime de cette manière. Je pense qu'il faudrait comprendre comment intégrer les seniors dans cette démarche parce que pour l'instant, disons, les besoins qui venaient de la part du personnel soignant, c'est pour la surveillance, évidemment, parce que c'est les technologies qui sont utilisées jusqu'à présent. Il faudrait comprendre comment, avec la collecte de ces données, on pourrait rendre la personne plus autonome et comprendre les données par elle-même et donc agir par elle-même sans besoin d'une intervention directe du personnel soignant ou quand même d'accepter éventuellement plus facilement une suggestion du personnel soignant au niveau d'activité qui peut être faite pour la prévention, par exemple. Mais vraiment, utiliser ces données par elles-mêmes et pas simplement les mettre seulement à disposition du personnel soignant. Là, je pense qu'il y a un travail à faire pour rendre les seniors participants aussi de la démarche de co-construction de la santé du résident lui-même. J'ai une question, je trouve très intéressant ce qu'a dit Madame Pochard par rapport à ça. Massif. Après, juste pour une question par rapport à ça. Le personnel soignant, par exemple, aujourd'hui, si on prend une infirmière qui prend la tension ou la pression artérielle à domicile, qui est plutôt quelque chose qui est pour le personnel soignant ou le médecin pour suivre une certaine pathologie. Là, je dirais que c'est le bénéficiaire de la tension et plutôt le médecin, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce qui serait utile pour la personne elle-même? Qu'est-ce qui pourrait lui être utile? Est-ce que, par exemple, si on montrait la pression artérielle au patient lui-même, ça lui serait utile, par exemple? Ou bien, est-ce que, ou par contre, avoir un texte qui dit aujourd'hui, vous faites plus de pas parce que, enfin, c'est ça un peu que je pose comme question parce que il y a un côté on récolte de l'information, puis un autre on utilise cette information soit au bénéfice du professionnel de la santé, soit au bénéfice du senior parce que le senior finalement il en bénéficie indirectement. Si le personnel soignant peut faire un diagnostic plus précis ou peut prévenir parce qu'il a vu que la tension elle baissait, bah, indirectement le patient ou le senior il va en bénéficier de ça. Justement, question là-dessus, beaucoup plus loin, mais je pense qu'on arrive bientôt au terme, donc on peut la poser tout de suite. Quelle est votre idée en fait d'une technologie comment on peut utiliser cette technologie justement pour favoriser l'autonomie plutôt que de tomber dans la surveillance? Comment on peut, en anglais on dit empowering, donc les résidents avec ces données, mais aussi la personne à domicile. Parce que aussi au domicile, parfois, c'est une technologie qui est parfois suggérée par la famille, parfois même imposée, et donc elle est mal vue par les seniors lui-même. Et donc, comment on peut promouvoir cette idée que la technologie peut être effectivement utile parce qu'on a vu les études qui montrent qu'on pourrait favoriser l'autonomie finalement avec de la prévention. Quels sont les verrous, à votre avis, pour rendre cette technologie plus accessible et plus compréhensible vis-à-vis d'une optique d'autonomie du senior? Peut-être sur le principe tout d'abord, je pense que la personne âgée est d'abord une personne qui a le droit d'être informée de ce qui se passe autour d'elle. Donc, elle doit pouvoir en décider, pouvoir être informée. Même si elle n'a pas toutes capacités, même si elle a des problèmes cognitifs, elle doit être informée sur ce qui se passe autour d'elle. Et ça, c'est d'abord une question éthique. Alors, par la suite, on peut poser la question si on doit donner toutes les indications qui sont susceptibles d'alarmer cette personne pour rien ou est-ce qu'elle est capable d'assumer finalement le fait qu'il y a une alarme cardiaque qui la concerne. Mais ça, c'est une adéquation et une discussion à avoir entre les partenaires. Donc, la personne elle-même, les proches, l'institution, les gens de la technique, les soignants, et ça, ce sont des discussions qui sont
à géométrie variable. On ne peut pas généraliser, à mon sens, la réponse à la question. Tout à fait. Alors, c'est clair que des cas par cas, il faudrait discuter de comment utiliser ces données, éventuellement aussi pour avoir des actions dessus, et aussi éventuellement comprendre si on récolte des données nécessaires ou pas du tout finalement pour la personne elle-même. Évidemment, après, il y a l'effet de devoir accepter ou pas la solution. La réponse qui arrive, rendre les données visibles à la personne âgée afin d'effectuer un travail de conscientisation avec la personne afin qu'elle puisse elle-même agir pour son bien-être. En partageant des informations pertinentes aux seniors, leur permettant de mettre en place des actions améliorant leur qualité de vie. Construire avec la personne un accord ou un refus et éclairer des technologies, quelles qu'elles soient. Cela nécessite un entretien avec des informations claires, avec ses proches sur le nécessaire, lui donner des retours sur les résultats de l'outil, impliquer, expliquer, associer la personne âgée qui devient un partenaire, en prenant conscience, une aide, une surveillance doit être consentie. Ok. Je pense que c'est vraiment des points intéressants. C'est pas évident de comprendre quelles informations pourraient être compréhensibles et comment les rendre compréhensibles pour les résidents. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire de ce point de vue pour rendre ces informations accessibles et intéressantes pour les personnes âgées, quel que soit à domicile ou dans les MS. On arrive un peu au bout de cette discussion. Peut-être vous avez d'autres engagements pour la suite. Est-ce que vous avez d'autres arguments à discuter sur votre avis au sujet de l'autonomie et de la surveillance en MS et au domicile grâce aux technologies? Ce que je me posais comme question, c'est que là, on a beaucoup parlé des EMS et autres. C'est quel est aussi est-ce qu'on va en utiliser de ces technologies dans le domaine privé aussi? Par exemple, pour des personnes qui sont pas actuellement suivies par des soignants ou autres, est-ce que ce serait possible d'avoir accès à ça dans le domaine privé? Tout à fait, dans le sens que, par exemple, la solution de Domo Safety, c'est surtout destiné au domicile. Après, nos solutions qu'on a envisagées dans la présentation de Sylvain Rome, c'est justement l'idée aussi de les décliner aussi pour l'utilisation au domicile. Évidemment, il y a des besoins qui sont légèrement différents, mais certaines technologies, on pourrait les intégrer aussi dans un appartement d'un senior, notamment tout ce qui est aussi domotique. On l'avait testé partiellement aussi dans l'appartement témoin de Sylvérum à Diabolo-Monte. Donc, il y avait certaines solutions qui sont destinées évidemment aussi au domicile pour les privés. Si je peux rajouter, pardon. Oui. Oui, si je peux rajouter, le problème de la surveillance est souvent lié à la capacité de discernement des gens, et dans les faits, il faut pas négliger de consulter ce qu'on appelle le répondant thérapeutique ou les personnes de confiance de la personne âgée qui vit soit à domicile, soit en établissement. Mmh. Tout à fait. Juste pour conclure, je voulais juste vous annoncer les prochains ateliers qui aura lieu les 23 février à 10h cette fois. Et on parlera aussi des réalités virtuelles. Et là, on aura aussi un débat sur l'effet, si la réalité virtuelle pourrait être thérapeutique ou plutôt aliénante. Comme pour cet atelier, on aura différents intervenants. On parlera surtout de différents arguments, pas seulement des cas de réalité virtuelle qui
voyez peut-être comme un peu plus sci-fi pour surtout les seniors résidents en MS. On parlera aussi de ça parce qu'on a des produits qu'on a testés aussi à Silverum, faits par exemple par la boîte Oroy, une boîte espagnole. C'est vraiment une solution de casques de réalité virtuelle. Mais on parlera aussi de déclination de réalité virtuelle sans des casques. Mais par exemple, pour la thérapie du voyage, peut-être vous avez entendu parler de petites salles qui sont aménagées comme un petit train. En fait, on peut expérimenter un voyage en train. C'est un projet qu'on est en train de mettre en place à l'Institut du Mantec en collaboration avec les manoirs, les MS Les Manoirs. On va parler aussi donc des bienfaits de ces solutions et puis aussi des solutions pour des balades virtuelles, comme par exemple l'accompagnement dans des promenades sur tapis roulant et dans des vélos d'appartement, des exercices donc qu'on peut faire accompagnés avec des vidéos qui défilent alors qu'on fait l'exercice, pour motiver vraiment les gens. Donc voilà, c'est tout pour cet atelier. En tout cas, on vous encourage à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé à développer vos idées de projets, en termes si vous êtes des professionnels de santé, des étudiants, des entreprises, ou simplement si vous voulez vous mettre en contact avec des entreprises qui pourraient avoir des solutions pour vous. Nous, on a un peu de réseau justement pour peut-être résoudre vos problèmes. Donc voici mes contacts. Et sinon, voilà, j'aimerais vous remercier vraiment tous pour vos interventions intéressantes, en particulier Michel et Guillaume pour leurs interventions très intéressantes. Et donc, je vous dis à la prochaine, au prochain atelier. Merci beaucoup. Merci.